Je voudrais juste peut-être faire une synthèse un petit peu de cette matinée avant de voir avec vous en live le nuage de mots. On a eu deux séquences, j'ai envie de dire, qui ont entouré la pause. Et je ne voudrais pas qu'elles soient opposées l'une de l'autre. C'est-à-dire que sur la séquence pédagogique qui nous a été présentée sur le bloc 2, il y avait de l'écrit aussi. Il ne nous a pas échappé qu'il rédigeait à un certain moment. Mais ce n'était pas le focus essentiel. Là, dans le deuxième, on a fait le focus de la trace écrite. Alors moi, c'est quelque chose, je vais être peut-être un peu plus incisive qu'Alexandra. J'ai envie de dire que toute séance doit donner lieu à de l'écrit pendant la séance et d'une séance sur l'autre. Pourquoi ? Parce que dans les jeunes qu'on a aujourd'hui qui nous arrivent, on a une multiplicité de capacités d'intelligence, on a des intelligences multiples. Et puis, pour mémoriser, il faut absolument, on le sait maintenant avec les neurosciences, mobiliser 2 choses parmi 3, entre le visuel, l'auditif et l'écrit. Et l'écrit, ce n'est pas l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, ça a été démontré par la recherche, que taper sur un clavier d'ordinateur pour prendre des notes n'a pas le même effet au niveau mémorisation que le fait d'écrire avec un stylo. C'est très has-been, écrire avec un stylo. Mais n'empêche que ça ne fait pas fonctionner la même chose. Donc là aussi, c'est une vraie réflexion à avoir par rapport à des demandes d'étudiants, de savoir est-ce qu'on peut amener des ordinateurs en cours ou pas. Mon avis personnel, vous l'avez compris, j'imagine, c'est plutôt non. Au moins tant que les examens se passeront avec des feuilles et des crayons. Même s'ils veulent avoir des notes extrêmement propres, parce que c'est un petit peu ce qu'ils souhaitent, l'écrit est indispensable. L'autre point, c'est cet écrit, il sert d'appropriation. Et donc, vous avez vu que dans l'appropriation, il y a le fait d'être mis en situation professionnelle, mais après, il y a tous les processus de mémorisation. Et donc, les jeux ou les processus de mémorisation ne s'opposent pas à la mise en situation professionnelle. On est sur des temps différents. Et effectivement, le jeu permet plusieurs choses. Le jeu, il permet de faire apparaître des réflexes. Parce que quand les mots sont connus ou pas, ils vont dans la boîte de mots connus, mais on les reprend un petit peu, enfin j'imagine, pour vérifier si on les connaît bien. Quand on doit classer les différents points dans le polypuzzle, là aussi on fait fonctionner une mémorisation. Et puis surtout dans un jeu, on a droit à l'erreur. Et ce statut de l'erreur, il est vraiment important. On peut ne pas avoir le sentiment d'avoir droit à l'erreur quand on est mis en situation professionnelle, mais quand on est dans un jeu, le contexte jeu, en fait, change un peu l'appropriation des choses. Et vous pouvez peut-être voir des étudiants qui sont un petit peu plus timides, qui du coup vont oser dans un contexte de jeu, alors qu'ils n'osent pas autant dans un contexte de situation professionnelle. Donc on n'est pas sur l'un ou l'autre. J'ai envie de dire que tout se tricote, s'intercale. Et donc, accordez-vous des moments où vous aurez des situations professionnelles, accordez-vous des moments où vous allez mobiliser des jeux. Quelquefois, le jeu de rôle, et on le verra dans le bloc 1, va venir et va témoigner d'une situation professionnelle, accueillir un client ou être sur des mails. On peut être sur des scénarisations, mais tous les outils ont leur place, pour peu que ce soit pensé en amont, et c'est là votre valeur ajoutée d'enseignant, c'est cette didactisation et cette réflexion didactique que vous allez faire en avant pour voir comment tout se combine en fonction de vos objectifs. Et dernière chose, ce que je voulais vous dire par rapport à l'écrit et différentes formes d'écrit, puisque là on a vu la carte mentale, ce qui est toujours extrêmement important, c'est qu'à travers finalement les écrits que vous allez leur donner, quand je dis leur donner, c'est les amener à faire, parce qu'un écrit qui est donné, un polydonné, n'est pas un écrit. Un polydonné, c'est une ressource. Un écrit, c'est quelque chose que l'on va bâtir ou que l'on va, à minima, commenter. Mais quand je dis commenter, c'est pas lire. C'est apporter une vraie valeur ajoutée. Donc, un écrit donné, c'est une page.
C'est un schéma, c'est un résumé qui a soit été fait avec vos élèves, soit que vous avez réalisé, mais qui va être explicité par eux pour qu'ils se l'approprient. S'il n'y a pas cette phase d'appropriation, on est sur une ressource. Et la ressource, ils vont plus ou moins aller la voir. Alors, ils vont vous la demander, hein, parce qu'on est toujours partisan du moindre effort. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas ça qui va les amener à mémoriser. Et je reviens sur cette mémorisation parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de travers par rapport aux épreuves, même si je vais faire un petit teasing par rapport au 7 juin. On vous a bien dit que les épreuves allaient porter sur des questions qui vont porter sur un corpus. Oui. La vraie question qui va être, quelle sera la valeur ajoutée du candidat qu'il aura à fournir à partir du corpus documentaire? Il ne s'agira pas de lire ou de recopier. Donc l'effort de mémorisation, il est absolument nécessaire. Ils vont devoir aller puiser dans leur sac à dos, dans leur cerveau, des choses qu'ils auront mémorisées. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, parce que dans un office, si tout est possible, si on peut tout trouver dans les codes, ou si on peut tout trouver sur Internet, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. À un moment, il y a un objectif de rentabilité de l'office, et on ne peut pas mettre 20 heures, parce qu'on a été tout chercher sur le net et autres. Donc, il y a aussi des réflexes à acquérir. Ces réflexes, ça fait partie de la mémorisation. Et c'est pour ça que cette case de mémorisation, c'est peut-être là où vous aurez le plus grand travail à faire, parce qu'avec nos différents publics, ils ont été plus ou moins habitués à mémoriser. Je le dis de manière très, très claire. Il y en a, ça ne leur posera pas de problème. Il y en a même qui vont, et d'autres, ça va être impossible. Certains même vont dire, mais je ne peux pas, je n'ai pas de mémoire. Si c'est un jeune garçon, vous lui posez des questions sur les équipes de foot et vous allez pouvoir lui démontrer par le contre-exemple qu'il a une très bonne mémoire. Voilà. Pour les filles, vous trouverez sur les parfums. C'est très stéréotypé ce que je raconte là. Mais, ça fonctionne bien. Oui, je sais bien. C'est très stéréotypé, mais quand les rares fois où je suis au fond, les quelques fois où je suis au fond de classe et où je peux discuter avec eux et où ils me le disent, je tombe en plein dans le stéréotype. Je l'avoue très humblement, mais je pose les deux et je peux vous assurer que ça fonctionne bien. Ils disent, bah oui, je sais. Finalement, j'ai de la mémoire. Mais ma mémoire, je ne l'utilise pas pour le BTS notariat, ou je ne l'utilise pas pour le droit, ou je ne l'utilise pas pour autre chose. Et on ne peut retenir que ce qui a du sens. Voilà. Et on a bouclé, là, je crois, sur la matinée. Alors, le nuage de mots va s'afficher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, donc Valérie Renard de l'Académie de Reims. Je me posais la question de savoir si les étudiants auraient le droit au code à l'examen. Non. Alors, ça dépend où. En ponctuel, non. En CCF, oui. Voilà. Eh bien oui. Et oui, et on verra même qu'effectivement, il y aura des situations où il faudra qu'ils utilisent des codes. Bonjour. Donc Anna Naïch, professeure en BTS notariat au lycée Jean Baudin, qui est situé au Poncé près d'Angers. On accueille en deuxième année des étudiants en public mixé, donc 11 apprentis maximum, sur un effectif de maximum 35 étudiants. J'aurais souhaité savoir comment vous pensez qu'on pourrait articuler ces blocs de compétences avec la logique de l'apprentissage. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, quand on est sur un public mixé, imposer aux non-apprentis le rythme d'un apprenti. Je dis parce que je l'entends souvent, c'est-à-dire on va faire leur emploi du temps sur 3 jours, s'ils sont 3 jours, 2 jours, pour qu'ensuite les apprentis puissent aller 2 jours en entreprise. Ça, c'est juste impossible pour 2 raisons. D'abord, il y a tous ceux qui ne voulaient pas l'apprentissage. Il n'y a aucune raison qu'ils aient 3 jours très très denses alors qu'ils ne l'ont pas choisi. Et deuxièmement, ça voudrait dire qu'on n'apprend rien en études. Voilà. Donc là, la vraie question, ça va être d'essayer de contractualiser avec les études, de voir qu'est-ce qui peut être travaillé dans l'étude et qu'est-ce qui peut être travaillé
qu'est-ce qui doit être travaillé dans le lycée. Et c'est en fonction de cette analyse-là que vous allez positionner sur le temps où les apprentis sont en office, eh ben, ce qu'ils pourraient apprendre en office, et ce que vous allez positionner quand là vous avez tous, ce qui doit être absolument vu ici. Après, j'ai toujours aussi envie de dire qu'il faut bien réfléchir au rythme de l'alternance. Parce qu'ils n'ont pas les vacances scolaires. Donc il y a aussi un moyen où, en comptant le nombre de jours, on peut des fois se dégager des semaines où ils peuvent être entièrement avec vous, où là, il peut y avoir peut-être une espèce de booster qui peut se faire. Et puis après, ils repartent sur un rythme 3-2, enfin ça dépend ce que vous avez. Des fois, on a une semaine. Voilà, tout va dépendre de ce que vous mettez. C'est quelque chose qu'on va approfondir. Donc là, je vous donne un premier principe, mais c'est quelque chose sur lequel on va approfondir. Et on va essayer de publier ensuite sur le CRCF pour donner pas des maquettes, mais des conseils. Voilà. Oui. Au niveau bloc entreprise, j'étais persuadée que la partie sur les actes relatifs au fonds de commerce allait disparaître. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi elle est toujours là. Alors, vous allez m'expliquer, puisque vous avez travaillé sur la réforme, parce que on a des étudiants qui ne sont jamais affectés dans le service entreprise. Et je ne vois pas l'intérêt en Bac+2 de leur faire maîtriser un acte si technique, même au niveau des formalités. J'ai vu que ça y était encore. Et je ne comprends pas. Alors, ça fait partie du référentiel des activités professionnelles. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie de l'office et de son organisation, on a des grosses organisations. Alors là aussi, je vais rentrer dans les stéréotypes, mais grandes villes, et notamment parisiennes, où on a vraiment des départements très clairs entre immobilier, famille, entreprise. Et puis, on a des offices un peu plus ruraux, où là, en fait, on traite tout. Et donc, ce que nous ont demandé les notaires et la profession, c'est qu'ils aient des bases. Pas qu'on aille très loin dans la complexité, mais qu'ils aient des bases pour pouvoir prendre ces dossiers qui peuvent arriver dans les études. Voilà. Donc, la profession a vraiment... Alors, même à l'intérieur de la profession, sans vouloir... trahir les secrets, je me tourne vers la représentante, mais ça a été très débattu. Jusqu'où on allait sur l'entreprise, sur le droit de l'entreprise, et finalement on est tombé sur ce point-là des baux, qui est quand même une opération assez courante. Et quand on forme nos BTS, on les forme pour un avenir professionnel de 3 à 5 ans. Donc peut-être qu'ils ne sont pas affectés juste à la sortie du BTS sur ces dossiers-là, mais sur le moyen terme de 3 à 5 ans, ils peuvent être amenés à les traiter, et donc il leur faut des bases. Voilà. Et puis il y a la poursuite d'études, effectivement, qui est aussi importante pour ceux qui iront dans ce domaine-là. Bonjour. Oui, pardon. Sauf omission de ma part, j'ai vu que la responsabilité pénale disparaissait et qu'il y avait une approche désormais de DIP, droit international privé, qui à l'université est enseignée en... Oui, en master. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer? Attendez, et ma deuxième question, c'est cette approche par des modalités plus ou moins ludiques. Donc, notre but, c'est quand même un peu, et j'imagine que chacun est conscient de ça, c'est la réussite des étudiants. Ça passe certainement par le bouclage du programme. Est-ce que cette approche ludique, je découvre ça, qui a énormément de qualité, est-ce que ce n'est pas un facteur de ralentissement dans la diffusion du programme, avec ses impératifs, encore une fois, de bouclage? Est-ce que c'est vraiment soluble dans cette démarche? C'est les deux petites questions que je souhaitais poser. Merci. Alors, sur la DIP, on est juste sur des éléments de DIP. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans les opérations quotidiennes qui sont traitées par des études, on a souvent un opérateur étranger. Parce qu'on a des mariages entre plusieurs nationalités, parce qu'on a un acheteur d'une autre nationalité.
Et même sur des régions rurales, hein, la Dordogne, la Normandie, on voit arriver des Anglais qui achètent et autres. Donc l'idée, c'est qu'ils aient le réflexe. On a des nationalités différentes. Attention, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans leur réglementation. On ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de droit comparé. On ne va pas partir sur l'étude du droit anglais ou du droit turc ou du droit... on reste sur le droit français, mais qu'ils aient ce petit... Comment dire, cette petite lumière ou cette petite étincelle qui arrive en disant « Attention, danger, ce ne sont pas les mêmes règles, il va y avoir des règles particulières. » Donc soit je vois un collaborateur plus expérimenté, soit je vais directement voir le notaire, soit je fais les recherches et la veille juridique sera dedans pour savoir ce qu'il en est. Sur la responsabilité pénale, il y avait des choix à faire. Bon, on a choisi de ne pas la traiter. Sur ce qui est du caractère ludique, alors, je crois qu'il y a deux choses quand on enseigne. Et j'ai été enseignante avant vous, dans ma vie d'avant, donc je n'ai pas complètement oublié cette angoisse qui arrive en règle générale au mois de janvier-février. Jusque-là, on s'est dit qu'on avait du temps. Et puis, il y a l'examen qui arrive. Et là, on se dit, comme tout le monde, je pense dans cette salle, au début de ma carrière. Du coup, j'ai fait des choses à grande vitesse pour me rassurer, moi. Moi, j'avais bouclé le programme. Est-ce que pour autant, mes élèves avaient compris ce que je leur avais dit? Je ne suis pas sûre. Je peux le dire maintenant très honnêtement, mais je me souviens là avoir parlé avec mon inspecteur de l'époque et qui a été le premier à commencer à me faire réfléchir en me disant « mais quel est l'intérêt ?» Je peux vous assurer que j'en menais pas large. Mais c'est une vraie question qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai vu rassurant, etc. Donc rassurant, il y en a qui ont été payés, visiblement. Tant mieux si on arrive à vous rassurer. Mais il y a aussi anxiété, il y a aussi chronophage, il y a aussi du boulot en perspective. Appréhension, je ne le vois pas, je ne veux pas le voir. Au-dessus, voilà, appréhension. Je suis partisante de la stratégie des petits pas. Chacun, vous avez votre propre conception de l'enseignement et vos propres goûts et vos propres manières de faire. Ce qu'on vous demande là, c'est de sortir peut-être un petit peu de cette zone de confort pour essayer d'autres choses avec toujours en boussole que les élèves comprennent mieux et soient mieux préparés à l'examen. Ça, c'est notre boussole centrale. Nous sommes au service des élèves, des apprentissages des élèves, et donc au service de leur réussite. Il n'y a pas X boussole. La boussole, elle montre le nord. C'est ça notre mission. Pour arriver à ça, vous n'êtes pas seul. Vous êtes une équipe pédagogique. Donc, on est ensemble autour d'une classe, autour d'un groupe. C'est ce qu'on a essayé de vous donner un tout petit peu en vous disant qu'il allait y avoir de la concertation, au moins de l'information de l'ordre dans lequel vous allez mettre en place vos enseignements pour que, est-ce que ça a été vu dans le bloc 7, avant ou pas? Est-ce que moi je l'ai fait dans le bloc 2? Voilà. Au moins, on s'informe, à minima. Au mieux, on conçoit ensemble, d'accord? Même si on n'est pas obligé d'arriver toujours à des... Mais on s'écoute, on s'entend, on essaye de voir ce que l'on peut faire de mieux. Et puis on fait un bilan. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, on le met de côté et on essaye d'améliorer et on garde ce qui marche. Ça, essayez de le faire avec ces nouvelles populations de jeunes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent différemment. Le collège a été réformé, le lycée a été réformé. Les cours magistraux n'existent plus en lycée ou de manière très, très marginale. Un peu en philo, de temps en temps, et encore. Un peu, des fois, en histoire-géo, et encore. La dissertation n'est plus un passage obligé.
même pas à Sciences Po. Tout se perd. Mais par contre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on travaille en note de synthèse. Et quand on regarde les organisations, c'est souvent les réunions du lundi matin d'équipe de direction. Vous avez à présenter un projet sur lequel vous avez travaillé pendant 12 mois, mais vous avez 5 minutes. Et en 5 minutes, vous devez emporter l'adhésion d'un comité de direction et derrière, il y a le budget. Donc, l'esprit de synthèse, il est là. Les clients, aujourd'hui, ont un temps qui est compté. Il faut qu'on leur explique clairement ce qu'ils attendent. Et ils ne sont pas là pendant 1h30. Donc, on a à la fois une transformation des jeunes qu'on reçoit, mais on a aussi une transformation du monde professionnel dans les compétences qu'on leur demande. Donc forcément, on ne peut pas rester, nous, au BTS, au milieu du gué, en se disant on fait comme avant. On est obligé à un moment donné de changer. Donc il y a des réflexes à avoir, à développer. Et quand on a commencé à travailler avec la profession, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le dossier est essentiel. Enfin moi j'ai découvert... Au début, on s'est demandé comment on allait sortir de je crée le dossier, je récupère les pièces, parce qu'on travaillait toujours autour de ça. Bah oui, quand on est notaire, on est toujours là-dedans. Donc il y a bien des réflexes à avoir. Tout va se faire sous forme de dossier. Il ne vous a pas échappé que bloc 2, bloc 3, conduite d'un dossier. Voilà. Mais que ce dossier aujourd'hui, ce n'est plus un dossier papier. C'est un dossier numérique, qui va être sur des espaces partagés, parce que si un collaborateur n'est pas là, il faut qu'un autre puisse prendre le relais. Que ça ne va plus être forcément du Word, mais que ça va être du OneNote, parce qu'on peut tout mettre dans le OneNote. Et qu'on peut y mettre les pièces, qu'on peut cliquer, qu'on peut aller rechercher. Donc même là, sur ces procédures-là, même dans le domaine du notariat, où quelquefois on considère qu'on est un petit peu en dehors, le progrès numérique arrive, et on ne peut pas faire sans. Et donc, les jeux, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas convaincu, vous allez avoir du mal à le passer. Moi, j'ai envie de dire, faites des expériences. Accordez-vous un petit jeu qui vous dirait, ben oui, ça peut être possible. Vous faites l'expérience, vous voyez, vous les prenez avant, vous faites une petite évaluation formative avant l'expérience de mémorisation. Vous faites l'expérience de mémorisation, vous faites la même évaluation formative ou à peu près après. Là, je vous demande d'être en position de chercheur. Il faut toujours un point de départ pour pouvoir mesurer les évolutions. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, à voir. On peut essayer de faire 2-3 fois parce qu'il peut y avoir un biais qui peut venir de vous. Par contre, c'est vrai que juste après, le jeu, c'est possible s'il faut sortir du jeu. Et à un moment donné, il faut revenir, conceptualiser ce qui a été découvert dans le jeu, leur en faire prendre conscience pour que ça puisse être transférable. Une autre question? Ah oui, j'ai une question par rapport au stage. Oui. À quel moment on va se consacrer à la recherche de stage, au travail sur le CV, la lettre de motivation? Est-ce que c'est dans le bloc 1 et le suivi des stages? Parce que nous, on avait les séances de CPAP. Oui. Et on les avait en co-animation. Donc voilà, tout ça, ça disparaît. Oui. Donc ça sera plutôt dans le bloc 1. C'est-à-dire qu'un prof, par exemple, va gérer du coup une trentaine d'élèves. Non, ça ne veut pas dire ça. CV. Non, ça ne veut pas dire qu'un prof va gérer la trentaine d'élèves. Ça veut dire que les stages, vous allez continuer à vous les répartir comme vous le faisiez avant, parce qu'un prof ne va pas faire toutes les visites de stage. Mais soit ça va être pris dans chacun des petits bouts, soit ça va être pensé en équipe. Et ce n'est pas parce que les CV ou les lettres de motivation vont être peut-être amenés ou suivis en bloc 1 que les autres enseignants vont se désintéresser. Ils peuvent, si vous corrigiez des CV ou si vous donniez des avis sur les CV, vous les répartissez après. Et le retour peut se faire aussi en bloc 1. Mais c'est un travail partagé et ça reste un travail partagé. Oui. Bonjour, Pascal Harmonier. Donc, j'enseigne en BTS Notariat au lycée Les Trois Sources à Bourg-les-Valences. Moi, je m'interroge sur les moyens qui vont être mis à notre disposition. Alors, nous, on a fait, depuis l'ouverture, volontairement le choix d'avoir un logiciel professionnel qu'on utilise beaucoup, justement,
en U5, on travaille déjà sous forme de dossier, c'est l'essence en fait de notre pédagogie. Aujourd'hui, par le découpage des heures, etc., il va y avoir une occupation, je pense, des salles, d'une salle informatique, à mon sens, qui est croissante. Et quels vont être les moyens? Est-ce qu'il y aura des consignes au niveau du ministère, via nos régions? Parce que ça, c'est une difficulté. Et quand on voit les logiciels professionnels, où les notaires ont déjà des difficultés, alors qu'ils n'arrivent pas à avoir pouvoir sur les producteurs, alors nous encore moins, autant vous dire. En septembre, on nous a annoncé une facture qui a quasiment doublé. Qu'en est-il? Est-ce qu'il va y avoir des accords? Est-ce qu'au niveau de la profession, même si nous on mène sur le terrain une démarche pour essayer de collecter de plus en plus de taxes professionnelles, parce que justement on n'en percevait pas de la profession, on va avoir besoin de moyens financiers pour préparer nos jeunes à la réalité professionnelle aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le référentiel en lui-même est une force, puisque le numérique est beaucoup plus présent que dans l'ancien. Donc, à partir du moment où il est présent, ça veut dire qu'on doit vous mettre les moyens. Et pour négocier, soit avec votre chef d'établissement d'avoir accès à des salles informatiques, soit avec la région pour avoir des moyens, le référentiel en lui-même met en évidence que vous devez avoir ces moyens. Après, sur les logiciels professionnels, ça va être j'ai commencé à questionner le CSN pour voir ce qui pourrait être envisageable. On avance pas assez vite, je le reconnais, mais j'espère pouvoir arriver avec des bonnes nouvelles d'ici 1 an. Mieux si c'est possible, je vais m'y efforcer. Mais voilà, il faut que ça prenne aussi. Mais sachez qu'il y a des discussions qui sont engagées avec la vice-présidente du CSN, qui est en charge des outils numériques. Elle est déjà consciente des choses. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de résoudre ça. Une partie des choses, ça serait de profiter aussi des stages pour que les étudiants soient devant l'ordinateur et utilisent beaucoup des outils pendant ces moments-là. Donc Marie-Pierre Méaleguet, Académie de Toulouse, lycée Toulouse-Lautrec. Donc dans le référentiel, il est prévu la nouveauté des stages en plus des 12 semaines de stage. Vu le profil de nos étudiants, dont vous avez largement défini les nouveaux profils, nous on se disait à Toulouse-Lautrec que peut-être ça pouvait être intéressant de faire un stage d'observation pendant le premier semestre, mais en plus un stage au service urbanisme, généalogie et SPF. Donc la question, c'était que c'est en dehors des périodes scolaires, mais les chefs d'établissement ne sont pas toujours en accord avec cela parce qu'il y a une histoire de suivi pendant les vacances scolaires. Donc la question, c'est peut-on le faire pendant le temps scolaire, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut élargir à d'autres services que ceux prévus dans le référentiel? Le but étant, pour moi en tout cas, je trouve ça super intéressant, c'est de les insérer déjà dans leur futur milieu professionnel pour ne pas qu'ils se démobilisent, comme certains peuvent le faire, en se disant je ne sais pas si j'ai choisi la bonne voie. Vraiment les intéresser déjà dès les 3 premiers mois à leur futur milieu professionnel. Alors il ne vous a pas échappé qu'on a laissé ouvert 2 ou 3 séances, une période de stage, parce que je sais que il y a certaines pratiques où vous faites ce stage d'observation. Là moi je ne prends pas parti. Juste sur les 2 semaines, il y a 2 semaines qui peuvent être faites en plus des 12 semaines obligatoires. Elles ne seront pas sur temps scolaire. Enfin, là, à un moment donné, elles peuvent ou elles ne peuvent pas, mais il faut avoir en tête que si vous faites 14 semaines de stage, parce que c'est ça, sur temps scolaire, ça veut dire 2 semaines de moins pour faire avancer les cours. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Par contre, on peut très bien prévoir ces 2 semaines de stage en plus sur la première quinzaine de juillet quand le lycée est ouvert. C'est-à-dire qu'en règle générale, les lycées ferment peu ou prou, 14 juillet et rouvrent aux alentours du 20 août.
Là, vous avez des moments où, pour le proviseur, il est là. Donc, la tutelle administrative est là. Donc, on peut très bien mettre ces semaines en plus qui ne sont pas à vocation d'être obligatoires. Voilà. C'est vraiment en fonction du projet du candidat. On peut très bien les envisager là. Sur les petites vacances, les proviseurs sont un petit peu plus frileux parce qu'ils estiment que les jeunes ont besoin de se reposer. Mais en règle générale, sur chaque petite vacance, le lycée est aussi ouvert une semaine sur les 2. Donc en fait, on peut positionner ces semaines de stage supplémentaires à chaque fois que le lycée est ouvert. Donc quand on commence à regarder une semaine à la Toussaint, une semaine en février, une semaine à Pâques, 2 semaines au mois de juillet et 10 jours au mois d'août, je pense qu'on devrait réussir à positionner ces semaines-là en dehors des périodes travaillées. Voilà. Philippe ? Oui, bonjour, Philippe Cadet, Académie de Rennes. J'aurais une question dans la suite de la précédente par rapport à ces 2 semaines complémentaires de stage. Était évoquée la possibilité de le faire dans des organisations partenaires de l'office notarial, mais avec des exemples quand même assez typés. On parle de services de généalogie, urbanisme. Est-ce qu'il est envisagé ou possible que ce stage complémentaire se fasse par exemple dans une agence immobilière, parce que beaucoup d'offices travaillent parfois en partenariat avec des agences immobilières, ce qui me permet d'introduire une autre question, qui est la possibilité de transversalité entre le référentiel du bloc 3 et celui du BTS profession immobilière. Est-ce que dans une optique de professionnalisation, des actions de travail, d'apprentissage, des démarches de projet, de collaboration, d'activité entre les 2 BTS sont envisageables? Est-ce que les collègues qui ont travaillé là-dessus ont pu le faire? Alors c'est pas toujours évident parce qu'il faut des contacts, une communication avec ce BTS, mais je dirais que le distanciel aide aujourd'hui à faire des choses intéressantes. Voilà, c'était mes 2 questions. Merci. Alors, pour tout ce qui est partenaire, j'ai envie de dire, on est sur du partenaire cœur de métier notaire. Donc, pour moi, une agence immobilière, on n'est pas vraiment sur un cœur de métier du notariat en tant que tel. On a le BTS profession immobilière rentre en rénovation. On s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on fusionnait, est-ce qu'on faisait quelque chose sur un BTS, juridique, un peu polyvalent. Voilà. La réponse a été non, parce qu'il y a quand même des spécificités très fortes entre le notariat d'un côté et la profession immobilière de l'autre. Donc en fait, le point de convergence, c'est juste la négociation immobilière. Si maintenant 2 équipes veulent travailler ensemble, pourquoi pas? Des échanges de partenariat, pourquoi pas? On attendra peut-être la rénovation du BTS profession immobilière pour voir s'il y a des choses qui peuvent se faire. Mais il y aura vraisemblablement, j'irai sur des VAE ou des choses comme ça, peut-être qu'un bloc où on verra comment on peut avoir des compétences, mais ça ne sera pas les 2. Voilà. Après, qu'il y ait une action conjointe entre 2 équipes, pourquoi pas, mais on n'est pas du tout quand même dans la même optique. Entre le notariat, on est vraiment sur la sécurisation juridique et on va jusqu'au bout. Profession immobilière, on n'est pas complètement sur la sécurisation. C'est vraiment un tout petit bout dedans. Parce qu'on a peu d'agences immobilières, hormis la région parisienne et les grandes métropoles, qui vont par exemple jusqu'à l'avant-contrat. Souvent, quand même, les avant-contrats sont transférés dans les offices. Sauf quand on est dans les grandes métropoles où finalement, les offices sont un peu débordés. Mais globalement, quand même, sur le territoire, on est sur quelques métropoles, mais on n'est pas sur un usage trop répandu au niveau professionnel.